Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Logique sociale. Collection dirigée par Bruno Pequigno. En réunissant des chercheurs, des praticiens et des essayistes, même si la dominante reste universitaire, la collection Logique sociale entend favoriser les liens entre la recherche non finalisée et l'action sociale. En laissant toute liberté théorique aux auteurs, elle cherche à promouvoir les recherches qui partent d'un terrain, d'une enquête ou d'une expérience qui augmente la connaissance empirique des phénomènes sociaux ou qui propose une innovation méthodologique ou théorique, voire une réévaluation de méthodes ou de systèmes conceptuels classiques. Dernière parution. Jérôme Dubois, sous la dire de Les usages sociaux du théâtre en dehors du théâtre 2011. Isabelle Papieau, La culture excentrique, de Michael Jackson à Tim Burton 2011. Aziz Jellab, Les étudiants en quête d'université. Une expérience scolaire sous tension, 2011. Odile Merklin, Femme de l'immigration dans le travail précaire, 2011. Vanessa Bolguin, La Réunion. Une jeunesse tiraillée entre tradition et modernité. Les 16 à 30 ans au chômage, 2011. Maurice Mauviel, L'histoire du concept de culture, 2011. Emmanuel Amougou, Sciences sociales et patrimoine, 2011. Gérard Regnault, Les mondes sociaux des petites et très petites entreprises, 2011. Brigitte Lestrade, Travail et précarité. Les Working Poor en Europe, 2011. Christos Cléris, Denis Costaouec, Jean-Baptiste Coyos, Béatrice JeannotfourcAUD, éditeur, Langue et culture régionale de France. 10 ans après. Cadre légal, politique, médias, 2011. Mathieu Marquet, Trajectoire sociale ascendante de deux jeunes issus de milieux populaires. Récit de vie, 2011. Jean-Claude Ndungutse, Rwanda. Les spectres du Malthus, mythe ou réalité, 2011. Lina Bernabotto, Ces choses non dites et qui font leur chemin, 2011. Bénédicte Berthe, Le sentiment de culpabilité et les sciences économiques, Les promesses d'une nouvelle relation, tome 2, 2011. Bénédicte Berthe, Le sentiment de culpabilité et les sciences humaines, La richesse d'une ancienne relation, tome 1, 2011. Anne Kova, Féminisme et néo-malthusianisme sous la Troisième République, La liberté de la maternité, 2011. HLETHIERRY, Sauf qui peut la ville. Études lefèvrienne, 2011. Introduction. On n'organise rationnellement que ce que l'on réorganise. 1. Avant que ce livre ne se trouve entre vos mains et ne devienne, momentanément, l'objet de votre sagacité critique, j'ai dû me résoudre à cesser de remettre sur l'ouvrage un texte que je ne suis jamais parvenu à trouver satisfaisant. Pour en arriver là, il m'a fallu surmonter une frustration récurrente qui semblait toujours repousser le moment fatidique où il convient d'arrêter toute investigation complémentaire et m'interdire toute nouvelle tentative de réécriture. En effet, chaque fois que j'ai voulu achever ce travail, de nouvelles pistes, tout aussi prometteuses les unes que les autres, se dessinaient à l'horizon de mon exploration. 1000 choses paraissant essentielles pour une meilleure compréhension du dénûment, tout ce que d'autres chercheurs avaient seulement évoqué, tout ce qu'on aurait tort de sous-estimer, m'invitaient à relancer le recueil d'informations supplémentaires, à élaborer de plus fines interprétations des données que j'avais déjà réunies ou à intégrer une critique des derniers ouvrages parus sur le sujet. J'ai dû accepter pour finir l'idée que quoi que je fasse, il y aurait toujours un horizon. Faut-il incriminer mon incurable lenteur et surtout, ma rédhibitoire tendance à la dispersion ? Sans doute ces irréductibles défauts jouent-ils un rôle indéniable dans les ajournements innombrables que je me suis imposés. Cependant, on pourrait également penser que c'est d'abord dans le choix de l'objet de ce travail que gît la raison principale de son report indéfini. En effet, il me serait possible d'invoquer à bon droit le caractère sociologiquement insaisissable de la pauvreté et l'évanescence du temps, pour finir par avouer que, tentant de faciliter l'approche de la pauvreté en l'abordant par le temps, je suis tombé de Charybde dans Scylla. Cependant, la profonde raison de tous ces délais et détours est probablement moins spectaculaire que la rencontre avec des objets d'une aporicité insurmontable.
Il me semble désormais qu'elle réside aussi dans le fait que je ne fonde pas mes propos sur une seule enquête, élaborée comme une totalité indivise, liant fermement une problématique et sa méthodologie, mais que je reviens sur les résultats marginaux de plusieurs recherches et études auxquelles j'ai participé d'eux. C'est le sens de ce retour qu'il convient sans doute d'éclairer en guise d'introduction à ces réflexions. En effet, il ne s'agit pas de présenter ici, sous forme de synthèse, les résultats d'une plus ou moins patiente accumulation d'informations sur la disqualification sociale ou la désaffiliation. Si à bien des égards, reprenant une expression chère à Montaigne, le lecteur peut avoir le sentiment que ces réflexions forment une sorte de marqueterie disjointe, j'ose penser que derrière le sentiment d'une certaine dispersion de mes propos, s'affirmera pour lui la permanence d'une posture fondant l'unité de ce livre. La nécessité de préciser ce que j'entends par réflexion s'impose en premier lieu. Sans aucun doute, les références aux notions de réflexivité, rupture épistémologique, objectivation du sujet objectivant, que le lecteur est en droit d'attendre dans ce type d'ouvrage, doivent renvoyer aux efforts d'un véritable travail d'explicitation et de prise en compte des conditions sociales influant la production de résultats scientifiques par les chercheurs 3. Cependant, il faut bien reconnaître également que les impératifs de vigilance épistémologique peuvent dégénérer en simple routine méthodologique, ou se dégrader en mots de passe assurant rituellement l'intégration à un groupe social particulier. Peut-être faut-il commencer par avouer que d'une façon générale, la réflexion ne va pas de soi dans la mesure où notre environnement quotidien est composé de moyens et de fins socialement préconstitués, qui s'imposent à nous dès notre naissance à travers nos relations aux personnes et aux choses. S'il fallait parler de socialité dans un sens différent de ce que nous entendons habituellement par sociabilité, c'est sans doute à la description des fondements du sentiment de familiarité que nous éprouvons pour ces cadres qu'il faudrait réserver ce terme. Par les sollicitations qu'elle transmet implicitement à travers les innombrables thèmes de préoccupation qui structurent notre vie quotidienne, la socialité nous désigne des visées légitimes et des finalités d'action inévitables. Ainsi, à travers leur forme, leur matière, leur fonction, les choses recèlent des buts indiscutables et généralement indiscutés qui se déclinent sous forme de modes d'emploi socialement validés ou d'actions à entreprendre. Pour vivre conformément à l'ordre des choses socialement instituées, nous n'avons pas besoin de réflexion, mais nous devons faire preuve d'une circonspection dans laquelle il suffit que le fonctionnement de notre conscience reste pré-réflexif. 4. Loin d'être jetés dans l'absurdité d'un monde contingent où nous serions condamnés à affronter l'expérience du délaissement, et où il nous faudrait inventer et assumer personnellement le sens de chaque chose et de chaque acte, nous naissons dans un monde tissé de signes, enveloppé par la trame des personnes et la chaîne des choses. Ce qui doit nous interroger n'est peut-être pas tant une sorte de nudité originelle, inquiète et douloureuse, qu'un enveloppement primordial toujours déjà donné. Le sentiment d'absurdité et l'expérience de la déréliction n'apparaissent que lorsque le rapport à notre environnement devient moins aisé, que les fins et les moyens socialement validés ne s'accordent plus. S'il n'existait pas certains désajustements, l'ordre du monde semblerait le plus souvent aller de soi et resterait quasiment inquestionné et inquestionnable. Licenciement, maladie, accident, deuil. La réflexion n'apparaît qu'avec de telles ruptures, lorsqu'il nous faut dépasser les formes habituellement suffisantes de notre circonspection affairée, alors que sous le choc, notre environnement vacille et nous paraît reposer sur un arrière-fond d'incompréhensibilité. De ce point de vue, il n'est peut-être pas tout à fait pertinent d'opposer trop brusquement les modalités de notre engagement dans la vie quotidienne aux activités professionnelles concrètes des chercheurs 5. Dans le cadre du fonctionnement routinier des activités scientifiques, concepts, méthodes, appareillages, ne sont-ils pas autant d'ustensiles semblant aller de soi, formant des mondes de vie préconstitués auxquels les scientifiques sont préadaptés par leur formation 6 ? Faisant un pas de plus, ne pouvons-nous pas transférer ces remarques à la sociologie ? L'exercice de notre discipline ne recèle-t-il pas aussi sa part nécessaire de pré-réflexivité ? Mes rencontres avec de nombreux sociologues et responsables de recherche, au cours de 16 années de travaux sur la pauvreté, m'ont prouvé qu'il est possible de faire de la sociologie d'une façon méthodologiquement impeccable, en prenant toutes les précautions épistémologiques et éthiques nécessaires, sans véritablement s'engager dans une réflexion. De ce point de vue,
Les méthodologies explicitées dans les projets et les rapports de recherche apparaissent bien souvent en même temps, comme des figures académiquement imposées, des impératifs techniques ou des arguments commerciaux. Loin de déplorer cette routinisation, il faut plutôt se féliciter de l'existence d'une forme de réflexivité réflexe, inculquée dans les universités et fonctionnant à la manière d'une seconde nature. Différenciant les sociologues de tous les essayistes producteurs de doxa qui prétendent répondre aux questions de société, cette posture sous-tend la culture de métier des enseignants, des chercheurs et des chargés d'études et elle apparaît également comme la compétence minimale, l'assurance de sérieux, requise par les instances de recrutement universitaires, les commanditaires d'études ou les institutions allouant les crédits de recherche. À la manière de ce que les anciens nommaient vertu, cette attitude repose avant tout sur de bonnes habitudes que les enseignants s'attachent à transmettre avec une grande attention. Partant de là, on comprendra que l'évaluation des dispositions d'un étudiant soit parfois aussi importante que celle des connaissances qu'il est ponctuellement capable de mobiliser pour la préparation d'un diplôme. De ce point de vue, la comparaison avec le travail des entraîneurs sportifs cherchant à faire incorporer les postures mentales et physiques les plus efficaces à des athlètes qu'ils forment, serait sans doute très éclairante pour améliorer la pédagogie de notre discipline. Par contraste avec cette forme réflexe de réflexivité, il me paraît nécessaire de rappeler qu'au-delà d'une vision utilitariste et technicisée du métier de sociologue, la vocation de scientifique n'est pleinement assumée que par celui qui pense que le destin de son âme dépend de la justesse de la conjecture qu'il va faire pour tel passage d'un manuscrit. 7. Afin de préciser cette distinction, on pourrait dire ici qu'être sociologue, ça n'est absolument pas faire de la sociologie en puisant dans un stock de recettes méthodologiques et de références théoriques, mais s'engager à refaire la sociologie. Dans ce but, il ne convient absolument pas de recourir à ce qu'on pourrait nommer les ficelles du métier, car les concepts et les méthodes ne peuvent plus se réduire à de simples ustensiles que nous trouvons tout faits. Assumant cette forme de refondation 8, le sociologue a à être sociologue. Entendons par là qu'il lui faut assumer la tâche de se faire sociologue. Il ne s'agit pour lui ni d'acquérir des compétences et une qualification assurant sa maîtrise de techniques particulières, ni de faire reconnaître un statut, mais véritablement de s'engager dans une expérience qui transforme son rapport au monde. On peut penser que cette posture, loin de valoriser les acquis plus ou moins solides de l'expérience passée et le respect des bonnes habitudes méthodologiques, privilégie les situations inquiétantes de vulnérabilité épistémologique qui appellent de véritables enquêtes et nécessitent la reconstruction incessante de nos outils d'investigation. De ce point de vue, les réflexions que je présente ici se veulent autant d'arrachement à la pratique quotidienne, en quelque sorte routinière, du métier de sociologue. Loin de soutenir l'intégration sociale d'un chercheur dans une communauté académique, dans des équipes professionnelles ou au sein de la société civile, la posture que je tente d'adopter ici semble d'abord nécessiter une sorte de détachement, voire d'isolement. En ce qui me concerne, j'ai produit ce travail en me mettant à l'écart des pressions sociales, en suspendant les contraintes académiques et professionnelles qui s'exerçaient sur moi. Ces pages sont donc le produit d'un mouvement volontaire de désengagement, et modestie à part, j'aurais beau jeu de présenter ce repli à la manière de R. Descartes en rappelant qu'ainsi seulement, lorsqu'elle se trouve sans divertissement, sans souci ni passion qui la trouble, la raison est enfin pleinement rendue à elle-même. Ne faut-il pas reconnaître que le plaisir de jouer un des jeux les plus extraordinaires que l'on puisse jouer, 9, nécessite effectivement la création et le maintien de véritables moments d'apesanteur sociale, 10 ? Ne faut-il pas voir dans le report indéfini d'une publication de mon travail, dans l'accumulation sans fin d'informations et de références nouvelles, une forme de renoncement, voire une sorte d'ascèse fortement teintée de morale puritaine 11 ? Sans prétendre trouver un signe de salut dans cette anachorèse de soi-même 12 ? Ne faut-il pas reconnaître que le détachement que j'évoquais plus haut paraît tout à fait propice à une discipline personnelle par laquelle le chercheur se produit au moyen d'exercices répétés ? Refaire la sociologie nécessiterait ainsi la capacité de se refaire comme sociologue. Dans cette permanente réforme de soi, tout se passe en effet comme s'il s'agissait de conserver l'élan initial d'une forme d'activité s'effrayant d'être recouverte par son propre produit, et retardant sans cesse le moment de retomber sous forme d'éthos sclérosé.
La réflexion toujours inquiète se justifierait ainsi en référence à l'horizon à jamais fuyant, d'une pensée juste. D'épreuve en épreuve 13, toujours insatisfaits, nous ne pourrions qu'approcher la vérité. Cependant, à bien des égards, cette accumulation infinie n'est-elle pas aussi vaniteuse que vaine ? Ne faut-il pas dénoncer l'arrogance d'une posture qui prétend refaire la sociologie et appeler le chercheur à une perpétuelle réforme de soi ? En effet, rompant avec l'enchaînement des actions directement efficaces et pragmatiquement ajustées qui assuraient mon intégration professionnelle, les réflexions que je présente ici peuvent sembler gratuites, voire coûteuses à la manière de véritables dépenses improductives. La critique de notions bien établies, dont la reprise peut apparaître comme autant de salutations rituelles ou d'actes d'allégeance, possède indéniablement une dimension agonistique de défi. On peut l'envisager comme un risque que le chercheur doit assumer, en se montrant capable de perdre. Il n'est pas jusqu'à l'apparente nonchalance de celui qui présente son travail comme une sorte de déchet lancé ostensiblement aux pieds de ses rivaux et pairs, qu'ils ne doivent assumer s'il adopte cette perspective. Mais affirmer comme je viens de le faire dans les 3 paragraphes précédents que la réflexion est solitaire, ascétique en même temps que coûteuse et dangereuse, n'est-ce pas s'ériger en comédien de son propre idéal, 14, dans une misérable stratégie de présentation de soi ? Faire croire ainsi, à la façon du baron de Munchausen, qu'il suffit de se tirer soi-même par les cheveux pour sortir des marécages et se faire progresser, n'est-ce pas produire une sorte de fausse monnaie, 15, dans la circulation des biens symboliques ? Ne vaut-il pas mieux abandonner ces formes narcissiques et romantiques d'idéalisation du travail scientifique, et reconnaître plus modestement avec G. H. Mead, que c'est dans la conduite sociale qu'apparaît la réflexion, 16. Inutile de recourir à une mystérieuse et inaccessible intériorité. Retournant au fondement de notre discipline, il paraît légitime de tenir pour acquis que tout retour de soi sur soi nécessite la médiation d'autrui, 17. Plus précisément, il me semble fécond de reconnaître que la réflexion repose sur une modification de notre environnement par laquelle nous requalifions les objets de nos préoccupations et modifions notre posture au moyen d'un changement d'interlocuteur. Ainsi, la réflexion se fonde sur le fait que nous sommes faits d'une pluralité de soi qui correspondent à une pluralité de réponses sociales, 18, et elle s'effectue au cours de ces entr'actes qui permettent de changer de rôle et de costume, 19. M'appuyant sur les mécanismes de prise de rôle tels que les décrivait G. H. Mead, il me semble possible de dire que la réflexion est un moyen de poser une question et de s'indiquer une réponse comme on le ferait dans une conversation avec autrui. Cependant, il ne s'agit pas seulement de dialoguer réellement ou de façon imaginaire avec telle ou telle des personnes singulières que nous rencontrons dans nos activités quotidiennes, mais avec un interlocuteur impersonnel qui n'est pas sans rappeler cet autrui généralisé 20, dont parlait l'auteur de l'Esprit, le soi et la société. Dans cette perspective, on comprendra que le désengagement apparent que j'évoquais plus haut réunit probablement les conditions les plus propices au déploiement de dispositions acquises au cours de notre socialisation scientifique, ainsi qu'à l'accomplissement 21 de soi du chercheur, car ce dernier ne réfléchit véritablement qu'en prenant position face à cette forme spécifique d'autrui généralisé qu'est sa discipline en tant qu'institution 22. N'est-ce pas parce que mon éducation m'a rendu capable de me parler à moi-même avec l'autorité du groupe, que, en certains moments de réflexion, les contraintes sociales prennent la forme de contraintes logiques et réciproquement 23. Reconnaissant que la réflexion scientifique ne saurait être une pratique isolée 24, je me positionne toutefois de façon critique face à une sorte de romantisme épistémologique qui pourrait résulter d'une lecture hâtive de P. Bourdieu. En effet, on sait que, selon l'auteur des Méditations pascaliennes, l'effort de réflexivité du sociologue vise avant tout à objectiver le sujet de l'objectivation en amont de toute recherche afin d'anticiper les chances probables d'erreur. 25. Nous retrouvons là sans aucun doute ce fondement tout à fait louable de la culture de métier des sociologues que j'évoquais plus haut. Il serait cependant dangereusement illusoire d'imaginer que la réflexion ne devrait se tenir qu'en ce point inaugural. On risquerait alors de réduire toute forme de réflexivité à une prise de conscience des déterminismes sociaux qui pèsent sur le chercheur, et toute rupture épistémologique aux seules dimensions d'un arrachement toujours recommencé au sens commun. Ne rencontrons-nous pas là, déformés et appliqués sans discernement,
L'idée bachelardienne que l'amélioration de la connaissance scientifique repose généralement sur la réforme d'une illusion 26. Le sens commun forme sans doute une sorte de part maudite, irréductible de notre pensée avec laquelle nous devons prendre toutes les précautions nécessaires. Mais notre discipline ne serait-elle pas terriblement statique si elle ne devait passer le plus clair de son temps qu'à rompre avec les formes de pensée préscientifiques ? Si, selon le mot bachelardien, il est nécessaire de désapprendre pour mieux comprendre, n'oublions pas qu'il faut d'abord avoir appris. De ce point de vue, la réflexion telle que j'ai tenté de la présenter ici signifie que loin d'être condamnée à un éternel faux départ ou à la répétition d'un même geste inaugural, la sociologie fait preuve d'une certaine maturité scientifique. Soumettre à une discussion scientifique les concepts de disqualification sociale, ou de désaffiliation, ça n'est plus prendre appui sur les descriptions de Géando ou de Le Play pour connaître la pauvreté. Il ne s'agit pas d'évoquer l'existence d'un processus d'accumulation en sociologie, mais plutôt de rappeler que nous travaillons dans une perspective d'erreur rectifiée, 27. Nous pouvons constater que cette perspective nous assure la solidité d'un double ancrage. En effet, l'histoire des sciences nous montre qu'on ne fait pas brusquement table rase de son passé scientifique pour bondir dans un nouveau paradigme incompatible avec le précédent. Comme l'a bien montré T.S. Kuhn 28, la résistance des savants qui restent fidèles à des théories et des méthodes conventionnelles oblige les chercheurs innovants à faire valoir de réelles améliorations du point de vue de la discipline. Chacun, à des degrés divers et selon les places occupées, éprouve cette tension qui anime tout le groupe. La rectification est la résultante de cette rencontre qui réunit, face à face, la résistance des normes collectives, inculquées par la formation scientifique et objectivées par les diplômes, les critères de recrutement, le fonctionnement des financements de la recherche, les choix des comités de lecture, avec cette puissance de négation relativement indéterminée et flottante 29 que G. Bachelard tentait de mettre à jour dans ses ouvrages d'épistémologie. Sans cette négativité, la raison constituée s'assoupirait dans l'arbitraire des conventions, mais sans la discipline, la raison constituante se perdrait dans des extravagances. Les disciplines scientifiques ne produisent pas seulement des dispositions spécifiques chez ceux qu'elles socialisent. Elles précipitent en méthodologie partagée, en appareils de mesure 30, en dispositifs de publication, qui sont autant d'appuis de l'activité scientifique. Des objets sont ainsi désignés comme plus ou moins dignes d'intérêt en fonction de leur résistance aux explications des chercheurs, ou encore selon les concepts, les méthodes et les appareils qu'il faut mobiliser pour les décrire et les comprendre. Ainsi ancrée, la rectification ne peut se confondre avec les efforts d'une sorte de pensée pure essentiellement préoccupée par son adéquation à elle-même. Au charme romantique de la rupture épistémologique abrupte qui placerait le sociologue sur une orbite fort éloignée du monde sublunaire qu'il a vocation de mieux comprendre, nous pouvons opposer le sérieux d'un effort permanent d'ajustement inscrivant le chercheur dans une discipline et l'attachant à la compréhension d'objets concrets. Refaire la sociologie, ce n'est pas prétendre la refonder absolument en répétant à chaque occasion une sorte de geste inaugural dégénérant en rituel, c'est beaucoup plus modestement prolonger le travail d'amélioration de nos outils d'investigation. Sans doute l'historicité de ces objets nous condamne à ne produire qu'un capital discontinu d'intelligibilité partielle, 31. Mais la constance avec laquelle nous tentons d'ajuster nos méthodes et nos concepts différencie de plus en plus nettement nos propos de la métaphysique sociale et du sens commun. C'est précisément cet effort, sans cesse recommencé, du raisonnement sociologique, appliqué à une meilleure compréhension de la pauvreté que je tente de présenter dans cet ouvrage. Y penser un phénomène social détotalisant. Le réel se donne d'abord en désordre, c'est un chaos pour la perception première. IEKELAND note que le ciel, contemplé directement à l'œil nu, en quelque sorte à première vue, n'est pas une harmonie ou un ballet, mais un flot plein de tourbillons et de remous 32. C'est en cherchant à intégrer ce fouillis d'événements et d'accidents au sein d'un ordre que, passant de la sensation spontanée à l'observation scientifiquement organisée, l'on peut commencer à discerner véritablement ce qui se passe dans le ciel. Ainsi, surmontant l'impression première et décevante de confusion, la science parie sur un agencement conforme aux exigences de la raison 33. Des premiers pas de l'astronomie babylonienne à Einstein, physique et astronomie progressèrent parce que les savants étaient persuadés que Dieu ne joue pas aux dés.
Tourbillon, nuée, accident, devaient s'expliquer, trouver leur place dans l'enchaînement des raisons au fil des démonstrations. L'histoire des sciences, malgré ou à travers la discontinuité des ruptures épistémologiques et des révolutions scientifiques, n'est-elle pas l'expression d'un effort continu pour imposer au monde cette exigence d'ordre qui, selon C. Lévi-Strauss, caractérise toute pensée ? Longtemps, la science occidentale a travaillé à désensevelir le réel de son manteau de contingence, à abolir le hasard et la confusion pour ne connaître que des objets nécessités. Elle n'y parvint dans un premier temps qu'au moyen d'un réalisme des essences. Pour triompher du désordre et du hasard, les savants cherchèrent d'abord des cristaux purs, introublés, des algorithmes parfaits. Les concepts, hypostasiés sous la forme d'idées, semblèrent plus intelligibles et même plus solides que les choses fugaces et indécidables censées les exprimer, en les déformant ou les trahissant dans le sensible. Avant l'avènement de la révolution galiléenne, tout se passait comme si la particularité et la contingence interdisaient toute application pertinente des concepts dans notre monde sublunaire livré aux accidents. Un article essentiel d'Akoiré rappelle à ce propos que jamais la pensée grecque n'a voulu admettre que l'exactitude puisse être de ce monde, que la matière de ce monde, de notre monde à nous, du monde sublunaire, puisse incarner les êtres mathématiques. Elle admettait qu'il en fût tout à fait autrement dans les cieux, que les mouvements absolument et parfaitement réguliers des sphères fussent conformes aux lois de la plus stricte et de la plus rigide géométrie. 34. Le monde sensible ressemblait à une maladie des idées, à une sorte d'exil de l'esprit où les essences étaient toujours trahies par leur manifestation. Ainsi, par exemple, ce n'était pas l'impossibilité matérielle d'exécuter des mesures qui arrêtaient l'alchimiste. Il ne s'en servait pas, même là où il les avait sous la main. Ce n'est pas le thermomètre qui lui manquait, c'est l'idée que la chaleur soit susceptible de mesure. 35. L'histoire des sciences nous montre comment, par la conception d'instruments mathématiques 36, tels que le télescope ou le chronomètre, qu'il faut comprendre comme les conséquences pratiques de l'idée que le livre de la nature est écrit en langage mathématique. 37. Galilée a fait descendre la précision du ciel sur la terre et nous a conduits, du monde de l'à peu près à l'univers de la précision. Des clairières d'ordre, de régularité et de déterminisme furent alors défrichables sur la terre. Elles purent s'étendre. Prolongeant l'optimisme du projet mécaniste visant à rendre l'homme maître et possesseur de la nature. 38. Débusquant toute régularité susceptible de mesure, la science conquérante de l'Occident réduisit le hasard à un aspect superficiel, inessentiel et résiduel du réel. 39, ou à la manifestation des limites de notre connaissance. 40. Il convient ici de noter que la conquête de l'intelligibilité du monde historique et des réalités sociales se fit plus tardivement que celle des mondes physiques et biologiques. 41. On peut mesurer l'abîme qui, de ce point de vue, sépare le 18e du 17e. On connaît le dédain de R. Descartes pour l'histoire. De même, pour B. Pascal, la fragilité du roseau pensant soumis à toutes sortes d'aléas, sa dualité, son addiction au divertissement, sa soumission à l'arbitraire des coutumes et aux puissances trompeuses de l'imagination, fait de lui un monstre incompréhensible dont la vie individuelle ou collective ne relève pas de la science. L'idée d'une géométrie du hasard, présentée à l'Académie parisienne en 1654-42, reposant sur la rigueur des démonstrations mathématiques, n'éclaire en rien la condition humaine. Pour l'auteur des Pensées, qui voudra connaître à plein la vanité de l'homme n'a qu'à considérer les causes et les effets de l'amour. La cause en est un je ne sais quoi. Et les effets en sont effroyables. Ce je ne sais quoi, si peu de choses qu'on ne peut le connaître, remue toute la terre, les princes, les armées, le monde entier. Le nez de Cléopâtre s'il eût été plus court toute la face de la terre aurait changé. 43. À l'opposé, s'appuyant sur une définition des lois comme rapport qui dérive nécessairement de la nature des choses. 44. Et sur l'idée que la société se précède toujours elle-même. 45. Montesquieu affirme en 1748. J'ai d'abord examiné les hommes et j'ai vu que dans cette infinie diversité des lois et des mœurs, ils n'étaient pas uniquement conduits par leur fantaisie. J'ai posé les principes, et j'ai vu les cas particuliers s'y plier comme d'eux-mêmes, les histoires de toutes les nations n'en être que les suites, et chaque loi particulière liée avec une autre loi ou dépendre d'une autre plus générale. 46. On pourrait même penser que l'auteur des lettres persanes répond à Pascal lorsqu'il affirme « Ce n'est pas la fortune qui domine le monde,
Et si le hasard d'une bataille, c'est-à-dire une cause particulière, a ruiné un État, il y avait une cause générale qui faisait que cet État devait périr par une seule bataille. En un mot, l'allure générale entraîne avec elle tous les accidents particuliers. 47. Surmontant les réticences de Pascal, de nombreux savants du XVIIIe siècle veulent en quelque sorte soumettre la vie sociale au calcul de la géométrie du hasard. Ainsi, par exemple, dans la controverse qui les oppose à partir de 1754 à propos de l'inoculation de la variole, d'Alembert, Bernoulli et la Condamine semblent s'accorder à penser qu'il ne s'agit plus d'une question de morale ou de théologie mais d'arithmétique. 48. Pour Condorcet, dans la présentation d'un cours de probabilité et de mathématiques sociales, en 1787, il s'agit des apostrophes assignées, les limites qui séparent le doute de la vraisemblance et la vraisemblance de cette grande probabilité d'après laquelle on peut fixer sa croyance et diriger sa conduite. 49. Nous devons reconnaître que cette quête de forme et de régularité mathématiquement calculable, à laquelle il faudrait ajouter l'immense travail d'enquête administrative et de recueil de données quantitatives qui accompagna l'adunation de la France 50, à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, ne s'inscrit nullement dans la filiation spirituelle de Montesquieu en vue de la fondation d'une science sociale. À cet égard, les constantes critiques d'Aconte contre les probabilités 51 et son mépris des statistiques 52 manifestent une tension qui ne s'atténuera qu'avec le suicide de Durkheim en 1897. Alors que la sociologie s'imposait comme discipline conforme aux règles de la méthode scientifique, le hasard et l'incertitude réapparurent en physique comme des données irréductibles. Les philosophes et scientifiques tenant du déterminisme classique 53 ont depuis bien du mal à garder le chaos en lisière 54. Il est désormais difficile de réduire l'aléatoire aux dimensions subjectives d'une pseudo-représentation, produite par la déception d'un esprit qui trouve devant lui un ordre différent de celui dont il a besoin, dont il n'a que faire pour le moment et qui en ce sens n'existe pas pour lui. 55. À ceux qui oublient que l'ordre est moins une propriété inhérente du réel que le résultat d'un long et raisonné travail de construction, il serait bon de rappeler que le télescope de Galilée faisait déjà apparaître d'inacceptables reliefs irréguliers sur la Lune, et que le savant relevait d'incroyables taches sur la surface du Soleil. C'est sans doute à de nouvelles synthèses entre l'ordre et le désordre que sont désormais occupés physiciens, chimistes et biologistes. Nous savons aujourd'hui que nous devons comprendre le régime turbulent comme ordonné. Les mouvements des deux molécules situées à des distances microscopiques, qui peuvent se mesurer en centimètres, sont en effet corrélés. Au contraire, les atomes qui forment un cristal vibrent autour de leur position d'équilibre de façon incohérente. Le cristal est désordonné du point de vue de ses modes d'excitation. 56. N'est-ce pas par l'intégration de la complexité non cartésienne, du bruit, des phénomènes dissipatifs, que la science progresse dans son activité d'assimilation du réel ? N'aurait-elle pas désormais plus de pertinence et d'efficacité en partant de l'idée que la pure nécessité, la prédictibilité logiquement et chronologiquement parfaite ainsi que la stabilité de l'ordre composent en fait des états rares, fragiles et chers? 57. Le scientifique parie toujours, mais les donnes et les mises ont changé, et le savant travaille maintenant sur ce que Herlestienne n'hésite pas à appeler les lois du hasard. 58. Si jusqu'au XIXe siècle, il avait tout à gagner en participant au déterminisme classique, il sait désormais quelles sont les limites et les risques de son entreprise. En effet, la maîtrise du monde dont rêvaient les mécanistes du XVIIe siècle aurait un coût exorbitant. Ajustant ses fins au niveau de ses moyens, le chercheur doit se faire modeste et gestionnaire. Ainsi, E. Stewart, qu'on ne peut pas soupçonner de sympathie avec les théoriciens du désordre essentiel et de l'irréversibilité absolue, avoue que la simple connaissance parfaite d'un centimètre cube de gaz exige trop d'informations, trop de travail, trop de mémoire, trop de matériel. Pour nos capacités de singe éducable. 59. Contre la représentation conquérante de la science occidentale classique qui depuis Bacon espère dominer la nature, M. Serre affirme: oui, on commande à la nature, mais au sens où on lui passe une commande, au sens où on lui demande de donner contre-rétribution. 60. Il nous semble fécond de reprendre l'idée que dans ces échanges, la notion de hasard désigne cette complexité qui nous empêche de prendre des raccourcis et nous impose de décrire le réel en détail. 61. Ne faut-il pas dès lors,
Repenser les rapports de l'ordre et du désordre, de la prédictibilité et de l'incertitude, de la théorie et de l'expérience, dans le cadre d'une économie générale de la science, c'est-à-dire dans une analyse des investissements et des coûts imposés par la stabilisation de formes standardisées et réutilisables 62. Pour peu qu'on réfléchisse en termes d'investissement de forme, 63, on comprend que la science classique est acceptée de faire le sacrifice de la contingence et de la multiplicité des situations particulières. Mais il convient sans doute maintenant de renverser ce vecteur épistémologique, parce qu'il s'appuie sur un point de vue spéculatif fort éloigné des pratiques concrètes et innovantes du travail scientifique. La pure théorie apparaît désormais comme la dépouille exsangue d'un monde diapré et débordant de sens. Ne retrouvons-nous pas ce mystère de la construction spéculative, qui amusait Karl Marx et F. Engels lorsqu'ils rédigeaient la Sainte Famille ? S'étant élevé par abstraction de la diversité sensible à l'idée comme substance, le penseur spéculatif ne parvient plus à redescendre au niveau de la multiplicité sensible et à saisir le réel. Sauf à renoncer à l'abstraction, il est impossible de passer de l'abstraction au contraire de l'abstraction. 64. Si les physiciens peuvent parfois abandonner la complexité du concret aux ingénieurs, l'abstraction devient rapidement stérile dans les sciences de la vie. 65, et elle produit de fatales absurdités dans les cadres historiques propres aux sciences de l'homme. Dans le prolongement de cette perspective, on retiendra avec J.C. Passeron qu'une discipline est historique, dès que ses énoncés ne peuvent, lorsqu'il s'agit de les dire vrais ou faux, être des index accent aigus des contextes dans lesquels sont prélevées les données ayant un sens pour ces assertions. 66. Si la sociologie se distingue de l'histoire par la possibilité de recourir par moments aux généralisations, un raisonnement sociologique ne peut être de part en part, ni de bout en bout, un raisonnement expérimental. 67. Il se produit en effet une grande déperdition de sens lorsque, renversant le vecteur d'intelligibilité propre à notre discipline, les théoriciens de la sociologie veulent émanciper leur discours des énoncés empiriquement indexés qui les fondent et cherchent à expliquer le concret de situations sociales ou historiques à partir de modèles abstraits. S'attachant à la connaissance de configurations non totalement reproductibles, les principales notions et méthodes de la sociologie ne peuvent s'appréhender comme des concepts ou protocoles univoques et constants, parvenant miraculeusement à l'universalité. À cet égard, il convient de rappeler que les conceptualisations propres à la sociologie ne sont des connaissances que par le sens et les opérations empiriques qu'elles retiennent en elles. 68, et que de ce point de vue, l'historicité de l'objet est le principe de réalité de la sociologie. 69. Partant de là, il est possible de faire un pas de plus dans l'analyse de l'affrontement des exigences d'ordre et d'économie du discours scientifique propre aux sciences sociales avec les désordres et la diversité du concret. Il semble que la sociologie se trouve actuellement à un moment crucial de redéfinition de ses démarches. 70. 1. Après avoir construit et assimilé les modèles qui permettent de rendre compte de la part stable et régulière des phénomènes sociaux. 71. Il nous incombe désormais de comprendre les transformations, effervescences et ruptures qui caractérisent l'historicité de la vie sociale. Autrement dit, à une vision statique, attachée à la reproduction des institutions et des rapports sociaux, doivent s'ajouter de nouvelles perspectives dynamiques capables de saisir les changements. Ainsi, par exemple, partant de la décomposition des sociabilités dans des sociétés frappées par une rareté soudaine. 72, ne doit-on pas restituer la part de l'imprévu et de l'imprévisible, 73, qui dissout les aspects solidifiés de la vie sociale ? On sait qu'au moyen d'une rupture épistémologique avec les représentations philosophiques et juridiques, agrégatives, envisageant la société comme une association d'individus, la sociologie française s'est constituée par l'affirmation du primat ontologique et épistémologique du collectif. De Durkheim à P. Bourdieu, la société est comprise comme une configuration préconstruite imposant sa logique à des éléments interdépendants, fonctions, statuts, individus, voués à tenir des places préassignées. Nous ne serions pas tant jetés dans le monde qu'appelés et soumis à des vocations socialement prédéfinies. 74. Toutefois, sans régresser dans la perspective agrégative des théoriciens du contrat social. 75, il semble difficile de nier la fragilité des liens répartissant individus, fonctions et statuts en un cosmos social. Ne doit-on pas désormais
interroger les places de moins en moins évidentes de ces éléments dans une totalité qui semble parfois se disloquer? Il faut reconnaître devant ces questions que nous sommes relativement démunis. Nous connaissons assez bien les mécanismes de régulation, organisation et réorganisation des fonctions, sélection des individus, qui régissent le fonctionnement des institutions telles que l'école, la famille, l'entreprise. En revanche, les processus de désaffiliation 76 nous semblent moins faciles à saisir. Ainsi, la sociologie des champs, très pertinente lorsqu'il s'agit de décrire la reproduction des élites savantes et politiques ou d'analyser les règles de l'art, rencontre de grandes difficultés lorsqu'elle veut rendre compte des inutiles au monde 77 qui n'ont ni place assignée ni rôles attestés 78. Ne faut-il pas désormais améliorer la pertinence de nos outils conceptuels afin de mieux comprendre l'individualité négative de tous ceux qui se retrouvent sans attache et sans support, privés de toute protection et de toute reconnaissance 79? Le présent travail suppose que notre discipline gagnerait beaucoup en termes de pertinence heuristique si l'on abordait la pauvreté, non pas seulement en termes de reproduction sociale, mais surtout en tant que phénomène social détotalisant, béance dévoilant le sous-texte de l'existence sociale 80. 2. Comment la sociologie peut-elle parler de la pauvreté et du temps? Donc le poète est vraiment voleur de feu. Il est chargé de l'humanité, des animaux même, il devra faire sentir, palper, écouter ses inventions. Si ce qu'il rapporte de là-bas a forme, il donne forme, si c'est informe, il donne de l'informe. Trouver une langue. 81. Belaïr note que c'est uniquement dans le travail discursif, esthétique, idéologique ou savant, que s'agencent de façon claire, en univers cohérent, des traits culturels, moraux, religieux ou idéologiques vivant dans le monde social à l'état partiel, diffus, tacite et rarement systématiquement associés les uns aux autres. 82. Prolongeant cette remarque à partir de mon expérience de chercheur enquêtant sur les expériences de confrontation aux aléas qui caractérisent les situations de pauvreté, je pense qu'il est indispensable de secouer cette redoutable pesanteur institutionnelle des idiomes académiques, 83, dont parle J.C. Passeron et d'essayer de nouvelles formes de composition du discours sociologique. Ne faut-il pas affirmer les droits d'une poétique de la sociologie, recourant aux récits et aux images d'une imagination selon le vrai 84, autant qu'aux démonstrations liant les concepts dans des chaînes de raison? Il me semble évident à cet égard que la littérature peut nourrir l'imagination sociologique 85. En effet, qui, mieux que Zola dans l'Assommoir, ou plus près de nous, JDOUASSOT dans la Ghana 86, sait nous parler de la pauvreté? Qui, mieux que M. Proust ou Théman décrit les pertes et les résurgences de la durée 87? Ne faut-il pas nous inspirer du collectif d'auteurs réunissant écrivains, philosophes et plasticiens sous le nom de l'IMPANSABLE pour décrire l'effondrement du temps 88? Pourtant, on le dit depuis Platon, le poète est un menteur 89, et nous savons que le fondateur de la première cité rationnelle, sinon de la première cité savante, prétendait surveiller son expression et le placer sous menace d'expulsion 90. C'est que la poésie, jouant avec les signes sans se préoccuper des référents, épaissit le langage et le rend opaque afin de permettre au lecteur de l'envisager pour lui-même. La vérité, en tant que transition entre la pensée et les choses au travers des signes, ne l'intéresse pas tant que la beauté de sa forme et l'émotion qu'elle peut et veut provoquer. On peut objecter à ces remarques que la poésie n'est pas toute la littérature. On rappellera qu'en différents moments de son histoire, semblant suspendre la recherche de la beauté formelle ou même celle de l'élégance formelle afin d'assumer un degré zéro de l'écriture, le roman s'est voulu réaliste. Mais même chez Zola, malgré un important travail de documentation et une réflexion approfondie sur le rôle du témoignage, rejetant finalement les rigueurs laborieuses de l'enquête et de la démonstration, le romancier s'abandonne volontiers à l'immédiateté sensible des images et au plaisir des effets de style. Ainsi, par exemple, reposant en de nombreux passages sur l'hypotypose 91, l'Assommoir nous propose une mise en image du monde ouvrier et de la pauvreté, plus suggestive et convaincante que toutes les démonstrations logiques, 92. La rupture entre connaissances romanesques et sociologie se tiendrait là, opposant les facilités que s'autorisent les écrivains au travail laborieux et rigoureux qui, de la construction d'un objet à la rédaction d'un texte, vise la production d'une assertion scientifiquement garantie.
À un premier niveau, on sait bien que la science doit se méfier des images, que le savant doit essayer de les rejeter comme autant d'impuretés faussement décoratives et de scories émotionnelles risquant de contaminer ses plus rigoureux raisonnements. Ainsi, dans le domaine de la physique, G. Bachelard dénonce les ravages que l'image de l'atome planétaire a fait dans la culture scolaire, 93. En effet, alors que l'activité scientifique doit privilégier la rupture et multiplier les occasions de penser, l'image tendrait, au contraire, à accentuer la continuité de la connaissance commune et de la connaissance scientifique. Confortable illusion de compréhension, elle serait le refuge d'une paresse intellectuelle refusant le laborieux travail de construction de la preuve. En ce qui concerne notre discipline, J.C. Passeron, en un passage central de sa réflexion sur le raisonnement sociologique, s'attache à souligner les dangers que l'usage incontrôlé des métaphores fait courir à la sociologie. Pour lui, la proximité discursive entre métaphores intuitives et analogies construites par une méthode comparative constitue un danger épistémologique majeur, parce que cette proximité est logiquement indépassable et seulement susceptible de discernement épistémologique, 94. Dans la mesure où les formes d'intellection propres aux sciences humaines reposent sur la variation contrôlée des observations, 95, on peut sans doute dire que, en un certain sens, une théorie comparative n'est pas autre chose qu'une métaphore filée qui réussit à produire des effets de connaissance, 96. C'est ainsi que nous construisons des types nous permettant de discerner quelques formes dans la complexité de la vie sociale. Mais encore faut-il ajouter que la construction d'une typologie nécessite l'addition et la comparaison de données hétérogènes à cause desquelles le raisonnement sociologique est forcément un raisonnement impur, 97. Cette impureté amène J.C. Passeron à affirmer que la pensée sociologique reste du même ordre logique que tout raisonnement naturel, 98, et se trouve caractérisée par une indéniable fragilité épistémologique. La comparaison historique, distincte de l'expérimentation en ce qu'elle doit composer une chaîne argumentative des constats empiriques qui ne sont pas comparables sous tous les rapports, ne peut donner à ces conclusions que le statut logique de présomption, 99. Propre au raisonnement naturel, menaçant à tout moment la validité du raisonnement sociologique, l'utilisation incontrôlée de métaphores apparaît comme la part maudite du discours sociologique. On peut cependant regretter que J.C. Passeron ne veuille pas prendre en compte les possibilités de déconstruction, reconstruction des significations établies offertes par l'usage des métaphores. On se rappellera les propos nuancés de G. Bachelard pour qui les images, comme les langues cuisinées par ESOPE, sont tour à tour bonnes et mauvaises, indispensables et nuisibles. Il faut savoir en user avec mesure tandis qu'elles sont bonnes et s'en débarrasser aussitôt qu'elles deviennent inutiles, sans. Si dans cette dynamique de correction permanente, l'histoire des théories physiques est aussi bien souvent une histoire de la réduction des premières théories imagées, 101, on comprend qu'une bonne image soit toujours transitoire, en instance de réduction 102, et doivent susciter des noms assez nombreux pour garder un rôle pédagogique indispensable dans toute initiation, 103. Ainsi, par exemple, l'atome est exactement la somme des critiques auxquelles on soumet son image première, 104. La traduction géométrique des équations atomistiques est toujours inadéquate, et appelle sans cesse de nombreuses améliorations qui, du point de vue de G. Bachelard, sont autant de noms, dynamisant le nouvel esprit scientifique. Loin de voir, dans le statut bachelardien de la métaphore, une invitation à basculer dans la psychopédagogie ou la solution imaginaire d'une contradiction réelle par une théorie de l'imaginaire, 105, nous y trouvons l'un des moteurs négligés de l'activité scientifique. On comprendra mieux cette fonction vivifiante sur la base des travaux de Périqueur. Pour parler comme cet auteur, on pourrait dire que, loin de n'être qu'une image statique, la métaphore tire sa vivacité sans cesse d'une tension entre des domaines discursifs voisins et relativement irréductibles qui mettent l'imagination en souffrance et l'invitent au travail sans cesse. R. Brown remarque qu'elle demande une vision double permettant de regarder les objets de plusieurs perspectives distinctes à la fois, et d'en faire ainsi un objet particulier d'expérience, 108. C'est que la métaphore n'est pas nécessairement un confortable refuge de la paresse intellectuelle, mais plutôt une dénomination ou une prédication déviante, visant à produire une nouvelle pertinence. Changeant les distances dans l'espace logique qui sépare nos catégories habituelles,
Elle engage avant tout un travail de la langue visant à lui faire dire plus que son usage habituel ne le permet. On ne saurait écarter ce pouvoir de redescription propre à la tension métaphorique qui en même temps signifie « n'est pas » et est comme 109, qu'en oubliant cette fonction des erreur intentionnelle 110 soutenue par une visée cognitive visant à élargir les cadres de l'expérience normale 111. N'est-ce pas cet oubli qui dévitalise la métaphore, la rend stérile et la transforme en lieu commun ? Partant de ce qui précède, ne devons-nous pas repenser les images du temps et de la pauvreté ? Roue, fleuve et chemin, Rose de Ronsard, Sucre de Bergson et Madeleine de Proust. Nos représentations communes ou savantes du temps se constituent au moyen de métaphores naturalisées 112, plus ou moins vives, qu'il conviendrait de déconstruire et reconstruire pour en maîtriser les effets. En ce qui concerne la pauvreté, de la famille Thénardier à Gervaise, en passant par les pauvres gens, faut-il rappeler ce que nos représentations spontanées de la pauvreté doivent à nos manuels de lecture et à nos récitations de l'école communale ? Les pistes ouvertes dans plusieurs ouvrages de sociologie désormais classiques 113 nous permettent de penser que la description de la pauvreté pourrait présenter une situation privilégiée pour mieux penser le temps. De même, l'approche de la pauvreté pourrait être revivifiée à partir d'une approche prenant en considération le temps. Mais alors que le double objet que nous avons choisi d'étudier se trouve, d'un certain point de vue, déchaîné, faut-il rapporter les résultats d'un travail sociologique selon l'ordre linéaire des chaînes de raison ? Pour répondre, il convient de faire sans doute un pas de plus et de nous demander, à propos de la pauvreté et du temps, si les efforts d'un raisonnement sociologique constituant et novateur ne doivent pas s'accompagner d'un renouvellement de l'écriture. On imagine volontiers que l'expression de la vérité doit résulter d'une sorte de nettoyage des parasites décoratifs, toujours entachés de subjectivité qui obscurcissent notre raisonnement. L'écriture scientifique devrait quasiment s'effacer, pour nous placer aussi directement que possible devant l'objet. Nous devrions travailler afin de dégager des réalités autosubsistantes de toute gangue expressive pour les décrire, enfin, de manière fidèle. Mais la vérité est indissociable d'un discours, et il paraît bien naïf de croire que le langage puisse se dématérialiser au point de devenir transparent. Autant croire que l'astronome devrait oublier les caractéristiques techniques de son télescope. Loin de devoir s'effacer, le langage doit être conçu comme une sorte de matière qu'il convient de travailler à la manière dont on peut tailler et polir un verre optique. On peut considérer l'écriture comme un outil au même titre qu'une méthode d'échantillonnage. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.